malheureusement, j'aime parler de tous mes collaborateurs depuis le début. Donc, je peux vous parler par exemple de Jean-Marie Drojoux, qui est un excellent chef opérateur, qui ne s'habille pas comme un chef opérateur, qui ne fait pas le malin avec 40 assistants. C'est quelqu'un qui travaille très vite, de manière très douée, et qui filme l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne pense pas, comme certains chefs opérateurs, à la beauté de l'image, qui ne signifie pas grand-chose en vérité, parce que les images de cinéma, elles sont là pour raconter une histoire. Enfin, dans le cinéma que je fais. Et lui fait partie de ces gens, rares personnes sur le plateau, qui connaissent le scénario par cœur. Parce que beaucoup de techniciens, beaucoup d'acteurs n'ont lu que les scènes qui les concernent. Il y a des acteurs qui ne lisent que la scène 123 et la 74 parce qu'ils sont dedans. Moi, sur mon premier film, Jacques Dufilot avait lu le scénario 4 semaines après le début du tournage. Il avait réalisé que son personnage, c'est un personnage de salaud, mais il n'a pas fait attention, il a pris le cacheton. Donc si vous voulez, avoir sur le plateau, et je le cite lui parce que ça faisait 4 ou 5 films, 5, peut-être 6 films que nous faisons ensemble. Moi je suis très fidèle aux gens qui m'ont aidé à faire les films. Si vous voulez, pour moi, la beauté de mon métier, c'est que je suis, moi tout seul, capable de planter un film, et que pour réussir un film, j'ai besoin de gens de talent qui sont au mieux d'eux-mêmes. C'est pas la peine de prendre des gens célébrissimes s'ils le font pour le cacheton. Il vaut mieux prendre des débutants enthousiastes que des gens qui s'en foutent. Donc là, j'ai la chance, je le cite lui parce que le chef opérateur, c'est le second dans l'ordre hiérarchique du plateau, c'est le chef de l'équipe technique. Et moi, mon équipe technique, c'est indispensable pour la fluidité de mes films. Évidemment, pour que les acteurs soient bien, il faut qu'ils soient dans un environnement confortable, et c'est mon équipe de techniciens qui va leur rendre ce confort. Ça comprend évidemment les costumiers, les maquilleurs, les perruquiers, les décorateurs. Tout ça est lié. Mais évidemment, j'ai beaucoup d'affection pour mon premier assistant, pour ma script qui est en plus ça ma femme depuis 40 ans. Donc si vous voulez, moi le confort de ma vie, c'est de travailler avec ces gens-là. Comme je fais des films dans beaucoup d'endroits, je me retrouve très souvent avec très peu de Français et des équipes, comme en Chine récemment, j'avais 600 membres de l'équipe de plateau sur mon tournage, et puis 2000 personnes qui faisaient des effets spéciaux. Donc, vous savez, c'est des équipes énormes, mais je suis reconnaissant auprès de chacun, et je crois que c'est la grandeur de mon métier. Et ce chef opérateur, est-ce que vous pouvez me citer quelques films qu'il a fait, par exemple avec vous ou avec d'autres? Les films de Lecomte. Il a beaucoup travaillé avec Lecomte. En fait, il fait tout un tas de films tout le temps, il est très sollicité. Je crois qu'aujourd'hui, il est président de l'association des chefs opérateurs français, qui représente la France aux États-Unis, de l'ASC, c'est-à-dire l'association des cinéastes américains. Mais ce que j'aime aussi, si vous voulez, j'ai connu certains chefs opérateurs qui pensent à leur statut social, ils veulent être stars aussi. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs qui le méprisent, et puis il y a eux qui font l'image, etc. Ça a changé le métier. Vous savez, autrefois, le chef opérateur, c'était le seul à peu près à savoir ce qu'on allait voir sur l'écran. Parce que les projecteurs étaient obligés d'être très puissants, vu que la pellicule était très peu intense, c'était 10 ASA. Moi j'ai commencé des films avec une pellicule à 10 ASA, maintenant on est à 6000, bon, ou plus. Donc si vous voulez, le métier a changé dans la mesure où nous, metteurs en scène, on voit tout de suite si l'image qui sont sur les retours, sur les écrans de contrôle, si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Donc le rôle du chef opérateur n'est plus le même. Avant, le chef opérateur était presque plus important que le metteur en scène, qui s'occupait surtout des acteurs. Maintenant, c'est vrai que le rôle de ce chef opérateur-là, c'est de diriger l'ensemble de son équipe, qui est généralement considérable, hein, parce que le dernier film que j'ai fait avec lui, c'était Notre-Dame brûle, où il y avait des feux réels énormément, où il y avait des énormes décors. J'ai jamais attendu. Et j'insiste sur le fait qu'il pense à ce que raconte la scène
dans l'histoire du film. C'est-à-dire qu'il faut connaître la courbe du film pour savoir où s'insère cette scène et à quoi elle sert dans l'histoire. Très peu de chefs opérateurs le font. Mais Dieu merci, moi j'ai une équipe française absolument magnifique, qui est complètement cohérente, c'est-à-dire qu'ils s'entendent très très bien entre mon premier assistant, qui est évidemment mon bras droit, mon producteur exécutif, le line producer qu'on appelle en anglais, le chef décorateur. En fait, quand on fait un décor, on le conçoit avec le chef opérateur. C'est moi qui, évidemment, qui va dire ben, je veux cet axe-là avec une amorce de pilier, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Mais après, ben, quelle couleur, quelle densité, où sera quel élément de décor on conçoit pour mettre quelle lumière à quel endroit. Tout ça, vous voyez, c'est du travail de préparation qui fait que quand on arrive sur le plateau, tout est prêt. Et parce que l'axe de caméra a été décidé très en avance. Alors vous me direz, ce que je dis là vaut pour un certain nombre de films. J'ai plein de confrères qui, au contraire, aiment improviser au dernier moment, et c'est comme ça qu'ils font des bons films. Moi, c'est l'absolu contraire. Je prépare mes films très en amont, je les vois dans ma tête, et ce que je tourne, c'est ce que j'ai imaginé des années auparavant. Est-ce que, là, en ce moment, il y a un réalisateur ou une réalisatrice émergent qui en est à son premier, deuxième, troisième film, dont le travail vous touche particulièrement, ou vous rend admiratif, ou qui vous donne un bon espoir? Alors, première réponse, je vous réponds un petit peu comme Umberto Eco, à qui on demandait souvent « Qu'est-ce que vous avez lu récemment ?» Et il disait « Je ne lis pas, j'écris ». Moi, malheureusement, si vous voulez, je passe beaucoup de temps sur mes films. Je suis en préparation de 2 films. J'ai eu successivement la sortie de Notre-Dame dans le monde entier. On l'a vendu dans 193 pays. Je n'ai pas fait les 193, j'en fais une trentaine. Quand je suis en promotion, je n'ai pas le temps de voir les films des autres. Je suis un grand connaisseur des salles de cinéma et des cabines de projection. Mais rien ne me vient à l'idée spontanément, si vous voulez. J'ai eu beaucoup d'admiration pour mes confrères. Je suis resté très ami avec Ridley Scott. On me parlait tout à l'heure de Miloš Forman. J'étais très ami avec lui et très admiratif de son boulot. Là, je ne peux pas vous dire que les films dont on a beaucoup parlé en ce moment m'ont marqué et que j'ai envie de ressembler à que mes films ressemblent aux leurs. C'est très bien. La beauté du cinéma, c'est la diversité. Mais disons que dans cette diversité, le genre de film que j'ai aimé faire, moi j'étais très inspiré par Kurosawa, par David Lean, par des gens comme ça, par Kubrick. Aujourd'hui, j'ai du mal à me retrouver soit dans les films de super-héros, soit dans d'autres films très récompensés. Oppenheimer, ça m'a intéressé, mais je ne suis pas resté scotché, je trouvais ça un peu long. C'est bien, j'ai beaucoup de respect pour ce confrère, mais bon, sur la France, j'ai vu très peu de choses, et tant mieux qu'Anatomie d'une chute et ses prix de scénario, c'est très bon pour le moral, j'ai envie de dire. Mais c'est bien fait, hein. Et je pense que cette femme va continuer à faire de beaux films intelligents et justement différents. En vous écoutant parler depuis tout à l'heure, comme vous venez aussi de le dire, vous avez votre film en tête, que ce soit la musique, les décors, l'image. Je vois en vous, dans votre travail et votre expérience, une multitude de savoir-faire que vous avez acquis. Et ma question était, quelle est la faculté ou la compétence que vous avez peut-être pu acquérir, peut-être même de manière innée au début, et laquelle vous avez appris le plus tardivement? Vous savez, c'est venu. Moi, j'ai fait les 2 écoles de cinéma. J'ai fait Louis Lumière et la FEMIS, qui s'appelait Vaugirard. L'IDEC. Et l'IDEC, oui. Je suis diplômé des 2 écoles. J'ai travaillé. J'ai reçu mon premier chèque de metteur en scène à 19 ans et demi, et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé par des tout petits films publicitaires. Par hasard, je ne voulais pas en faire. Donc, j'ai passé ma vie à dire non, à profiter des films publicitaires pour expérimenter toutes les technologies modernes, qui l'ont été au fur et à mesure. J'ai toujours été le premier à faire des films en couleur. Je les ai le premier, ça peut sembler bizarre, mais
quand j'ai démarré dans la vie, moi, les films étaient en noir et blanc. Même chose là pour le son, le premier film en Dolby stéréo, c'est la guerre du feu. Le premier numérique, c'est Deux frères que j'ai fait avec la caméra de Cameron, qui me l'a prêté, enfin, etc., etc. Si vous voulez, moi je suis très attiré par toutes les technologies parce que les technologies sont à mon service. La technologie n'est pas un ennemi, au contraire, c'est parce que je fonctionne complètement naturellement avec le matériel que le matériel ne me fait pas peur, qu'il soit gigantesque ou tout petit. J'aime me sentir à l'aise avec tout ce qui est un poids pour les autres. Moi, c'est léger. Une très grande équipe, ça me plaît beaucoup, parce que je suis complètement libre, bizarrement. C'est pas parce que j'ai 600 personnes derrière la caméra et 2000 personnes après à gérer en effets spéciaux que ça change ma liberté. Au contraire, vous perdez votre liberté quand vous avez une toute petite équipe, que vous êtes obligé de porter la caméra, de régler les lumières, vous vous occupez moins des acteurs. Or, mon travail fondamental sur un plateau, puisque tout est déterminé d'avance, c'est de m'occuper des acteurs. Pourquoi des acteurs? Parce que c'est eux qui portent l'histoire. Dans mon style de cinéma, ça peut être autre chose. Enfin, si vous voulez, j'aime le spectacle, j'aime le rêve, j'aime être transporté. Depuis l'enfance, le cinéma me plaisait parce que j'habitais à la banlieue, il n'y avait nulle part où aller, mais le cinéma, ça s'ouvrait comme ça, puis j'étais transporté en Italie, j'étais transporté au Japon médiéval, et donc c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, si vous voulez, le plaisir aussi, vous savez, de sentir qu'on maîtrise. J'affirme que je maîtrise tout ça. Pourquoi utiliser un steadicam ou au contraire un bras de grue? Pourquoi foutre une toute petite caméra sous la table ou une autre au plafond? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que j'attends de ça? Et comment je dirige mes acteurs par rapport à mes mises en place de caméra, etc. Moi, je m'occupe de l'étalonnage. Mais l'étalonnage aujourd'hui, c'est pas du tout ce que c'était autrefois. Autrefois, c'était toute l'image qui était affectée par des petits filtres physiques. Là, maintenant, on fait des patates. Autrefois, quand une actrice avait des boutons sur la gueule, on décalait la journée de tournage. Là, maintenant, je tourne avec elle, et puis elle a la peau parfaite, parce qu'avec quelques clics, on n'abîme pas sa physionomie. On la rend telle qu'elle aurait dû être s'il n'y avait pas eu de boutons ce jour-là. Donc, si vous voulez, c'est plus la même logique. Autrefois, quand je faisais un contre-champ, j'étais obligé de tout virer, les lumières, le champ. Aujourd'hui, je fais le contre-champ en même temps. Parce qu'il y a même le caméraman dans le champ, mais je l'efface après. Et je suis très, comment vous dire, je fais ça de façon complètement régulière. Donc je pense, non pas à la manière dont je tournais mes films dans les années 80, et ce que je tourne aujourd'hui, mais pour le même résultat. Parce que, en fait, moi, je ne pense qu'à l'histoire finale. Quand j'écris, je suis déjà sur le plateau. Donc j'écris dans l'axe de la caméra. Si je dis, le bouchon d'objectif est sur la table, je commence par ça. Tandis qu'un jeune homme, qui ne s'est pas rasé ce matin, et pas depuis 15 jours, est derrière la caméra. Bon, c'est une mise en place. En fait, je fais ce mouvement-là. Si au contraire je dis, dans une salle, au mur blanc, une caméra fait face à un metteur en scène aux cheveux blancs. Donc dès l'écriture, c'est pas la même image. Vous voyez, parce qu'on commence par un plan large et on va faire un mouvement tournant. On a découvert un caméraman, un intervieweur, et on va chercher le metteur en scène, peut-être en l'accrochant par-dessus l'épaule, over the shoulder, pour avoir l'appareil en avant-plan. Et ça, c'est pensé dès le départ. Quand je suis, moi, sur le tournage, je ne pense qu'au montage. Enfin, je pense à mes acteurs, bien sûr, je pense au confort de mon équipe, parce que tout ça est mêlé, mais je suis déjà au montage. C'est-à-dire que déjà, je me dis, il manque une coupe, là. Je vais faire la coupe sur le téléphone décroché, là. Ça va me servir à faire que je ne garde que les meilleurs moments de l'essentiel, au lieu d'avoir des temps morts, machin. Quand je suis au montage, je pense à la musique. Je pense à la musique, d'ailleurs, dès l'écriture. Très souvent, j'écris musique. Et puis je passe à la scène. Vous avez des scènes aussi
qu'on appelle en anglais montage, qui sont des scènes où la construction de la scène, c'est bout à bout des éléments qui vont faire avancer l'histoire, mais qui sont collés par la musique, qui sont recouvertes de musique. Et donc c'est la musique qui prend le pas, et donc c'est la musique qui va dire si on est dans un moment de romance ou un moment de désespoir. Hein, c'est complètement autre chose. Donc ça, il faut le penser dès le scénario. Et vous pouvez déjà avoir votre compositeur qui va un peu travailler, sans peut-être le faire, mais peut-être en pianotant un jour. Et quand je suis au montage, je pense à l'étalonnage. Quand je suis à l'étalonnage, je pense à la sortie, donc à la presse. Et quand je suis au moment de la presse, je pense à aller me coucher pour pouvoir assurer la journée suivante dans un autre pays avec d'autres salles de cinéma à satisfaire.